Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un nouveau conseil de lecture, aujourd'hui spécifique à l'aventure en mer. C'est la suite, on peut l'affilier au premier conseil de lecture, qui est un rapport avec les pirates juifs des Caraïbes. Ici, nous avons une autre histoire qui ne concerne pas que les pirates juifs des Caraïbes, mais les pirates en général, et les mers des Caraïbes en particulier, mais pas que. Mais pour le coup, ça en fait partie. Donc une aventure assez rocambolesque, étrange, enfin un livre de l'auteur Georges Blond, Histoire de la flibuste. Un livre passionnant, on pourra en faire des films de chaque histoire qui est relatée, de grandes aventures qui sont détaillées, des différents personnages à travers les siècles, parce que ça embrasse 3 ou 4 siècles de piraterie, les récits qui sont repris dans cet ouvrage. On pourra en faire des dizaines de films, sincèrement c'est vraiment des aventures qui sont relatées avec du détail, historique, humain, incroyable, relativement incroyable pour beaucoup d'histoires. Et le cinéma ne reflète même pas toute la littérature et toutes les œuvres cinématographiques qui ont traité de la piraterie, etc. Elle ne reflète pas vraiment ce qui est dans cet ouvrage-là, mais c'est pas le seul ouvrage qui pourrait être traité au cinéma, mais celui-ci en particulier, puisqu'il est pour moi relativement complet, intéressant, bien documenté et très agréable à lire, puisqu'il vous emmène, vous voyagez. Le premier chapitre, je voulais à la base le lire en introduction, mais ça aurait été un peu, je pense, ennuyeux à lire, à écouter du moins. Et c'est mieux de le lire vous-même, je n'aurais pas voulu vous gâcher le plaisir pour ceux qui souhaiteraient se procurer cet ouvrage. Alors moi j'ai cette forme d'ouvrage, je ne sais pas si il existe d'autres formes en livre de poche ou peut-être... en tout cas moi j'ai que cet ouvrage-là, cette, euh, cette édition. Alors elle date d'il y a quelques années quand même. Je vais vous donner exactement l'année de publication. Alors je crois que c'est dans les années 60, 69, 1969. Donc ça ne rajeunit pas. Donc il a 45, 50 ans bientôt. Georges Blond. L'histoire de la tortue. Là c'est la première époque. Alors il y a différentes époques qu'il relate relativement bien. Le premier chapitre, donc c'est la première époque en fait, donc les fils de la tortue. Donc pour faire connaissance, ce chapitre-là est très intéressant. C'est celui que je voulais lire, mais je vous épargne cette longue litanie de mots avec ma voix et vous auriez probablement abandonné l'écoute très rapidement. Ensuite, nous avons les frères de la côte, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, hein, les pirates entre eux. Enfin, des femmes vinrent. La torche et le couteau, tout ça c'est le début de la piraterie dans les Caraïbes, hein. C'est beaucoup dans les Caraïbes, hein, mais pas que. Et on voit comment ils s'installent au tout début, comment ils ouvrent des colonies, enfin ils s'installent dans des colonies, en particulier à l'île de la Tortue, qui est au large de ce qui est actuellement Haïti, c'est juste au nord de Haïti, non loin des Bahamas, tout proche d'Haïti, à une trentaine ou quarantaine de kilomètres d'Haïti. C'est une petite île, hein. C'était le refuge des pirates, en particulier des pirates français. Et donc voilà, ça c'est la première partie, comment les gens viennent, comment ils vivent, comment ils rançonnent les gens, etc. La deuxième époque, c'est Henry Morgan, champion des Caraïbes, le gang de la Jamaïque, la conquête du pouvoir, tantôt tigre, tantôt vautour, Panama, le grand exploit, la statue de Morgan. Morgan qui est donc Henry Morgan. C'est des pirates très très fameux, très connus, hein. Si vous cherchez sur certains documents, des ouvrages relatant les faits marquants des pirates, ce nom va revenir souvent. C'est pas le seul, mais il revient souvent. Les derniers classiques, donc Gramont aussi, fils de la flibuste, L'aventure de la mer du Sud, le trésor de Carthagène en Colombie, évidemment. Voilà, j'ai dû rater une page là, parce que ça s'arrête pas comme ça. Et ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'il est documenté régulièrement, il y a des photos, des cartes, des portraits, des personnages qui sont évoqués, ou des lieux dont on parle. Donc on a à peu près, on arrive à géographiquement voir un peu où ça se passe, où ça se tenait, et aussi qui étaient les gens. Donc on a des peintures, etc. Ensuite, le dernier chapitre, Jean Lafitte de la piraterie au marxisme. Très très intéressant. La sœur chérie, Barataria, la coupe de la gratitude, soleil couchant sur Galveston, c'est au Texas. Le marxisme et l'amour. Et c'est pas une blague quand il marque de la piraterie au marxisme, on le verra tout à l'heure, je vais l'aborder. Donc je vais essayer de pas être très long, je vais juste être le plus succinct possible. C'est pas évident de le dire, de l'être, c'est facile de le dire, je veux dire, mais c'est pas évident de l'être, mais je vais essayer quand même d'être succinct et pas perdre mon temps dans les détails. Donc comme toujours, je stabile le boss, hein, comme toujours, je gagne du temps, enfin, c'est ce que j'ai fait depuis. C'est des bouquins que j'ai lus il y a des années, hein. Certains récemment, il y a 2-3 ans, puis d'autres c'est beaucoup plus ancien, donc celui-ci c'est il y a quelques années, donc j'ai plus tout en tête.
Les flibustiers savaient aussi cela, mais cette perspective les laissait aussi indifférents que le soleil ou la pluie. La mort violente faisait partie de leur horizon. Leur imagination excitée par l'avidité leur représentait avec une maximité dévorante le paradis qui les attendait à la Tortue. Donc c'est l'île qui est au large de la Jamaïque, au large d'Haïti. Si dans maintenant moins de 2 heures ils avaient échappé à la mort et mis la main sur le trésor du galion, ce paradis était fait de tonnes de nourriture à bas frais, des tonneaux d'alcool inépuisables et des seins et des cuisses et de sexe de femmes. Il y avait parmi ces aventuriers des ressortissants de plusieurs nations et des fidèles de 2 religions, catholiques et réformées, et aussi quelques métis plus ou moins turcs. La veille de l'appareillage, beaucoup de catholiques s'étaient confessés et avaient communié. Et juste avant l'appareillage, tous, catholiques réformés et autres, rassemblés sur le pont et tournés vers l'arrière, avaient écouté la prière dite par Michel le Basque et répondu avec force d'une seule voix « Amen ». Michel le Basque et ses aventuriers avaient demandé à Dieu, comme dans les justes guerres du monde, de remporter la victoire et de trouver de l'argent. Dieu seul voyait clair dans les replis crasseux des consciences de ces hommes, leurs prières grossières à la limite du sacrilège, l'offensaient peut-être moins que tant de nos prières d'aujourd'hui, qui, avec d'autres mots, demandent la même chose. Donc là, ça vous donne un petit peu... Alors, ce chapitre, le premier, c'est celui de l'ouverture, il est magnifique. Vous êtes dans un roman, dans une histoire, vous avez l'impression de vivre un film. C'est pour ça que je voulais le lire, mais ça fait une quinzaine, une vingtaine de pages. Et franchement, c'est trop long, je trouve, à écouter comme ça. Je trouve que c'était pénible à l'écoute. Donc ça résume les motivations de ces pirates. Ça donne une image de ce qu'ils étaient. Donc c'est vraiment des gens qui étaient dans la pratique, mais c'était hypocrite, au fait. Ils étaient là pour comme ils disaient, se remplir le bide, se saouler la gueule, prendre de l'argent et tripoter des femmes, enfin les violer, faire ce que vous voulez. Ils assouvissaient leurs instincts. C'était des gens qui étaient dans l'instant présent. Ils savaient qu'ils allaient mourir rapidement, de manière violente. Ils n'étaient pas très vieux, en général, ils mouraient vite. Mais ils avaient choisi cette vie. Et la plupart des pirates étaient comme ça. C'était très rare que vous aviez d'autres genres de personnalités. Des repris de justice, des cas particuliers, mais c'était vraiment des gens, voilà, c'était la lie de la société, si vous voulez, européenne, et qui allaient sur les bateaux, et vous pouviez l'extrapoler aussi à toutes les nations dans le monde qui avaient des pirates. C'était à peu près le même schéma partout. Le capitaine de Santiago n'aurait sans doute n'aurait pas su dire combien de ses passagers transportaient son bâtiment, mais il savait combien de canons réglementaires avaient été ôtés juste avant l'appareillage pour permettre de charger des marchandises payantes. Les règlements de la CASA exigeaient que tout navire prêt à prendre la mer fût visité par des inspecteurs chargés de s'assurer de la présence à bord des armes réglementaires. Ces inspecteurs montaient et voyaient les canons au complet, ne voulant pas savoir eux aussi étaient achetés, ce que nul n'ignorait de Panama à Cuba. Une partie de ces canons avait été louée pour faire le compte, et l'inspection à peine terminée, on les redescendait à terre. Donc là, ça vous expliquait donc le Santiago, c'était le bateau qui était poursuivi par ce qu'on disait juste avant. Il poursuivait, donc c'était le bateau français qui s'appelait, donc commandé par Michel le Basque, qui s'appelait le Dauphin, je crois. Je ne sais pas si c'est précisé ici, en tout cas c'était le Dauphin. Et il poursuivait ce bateau espagnol qui s'appelait le Santiago. Et comme tout bateau, donc ce bateau-là, le Santiago, il était comme de nombreux bateaux, ils transportaient des marchandises qui avaient de la valeur, de l'alcool, du tabac, des produits exotiques, du bois précieux, etc. Donc ils transportaient aussi beaucoup de personnages, soit des gens aisés qui partaient en voyage ou qui partaient s'installer dans les nouvelles colonies d'Amérique, ou des gens qui étaient travailleurs, etc. Il y avait différents niveaux sociaux et ils payaient tous pour le passage. Et il y avait aussi dans le bateau, donc les bateaux ils faisaient une traversée aller, une traversée retour forcément. Et le retour, pareil, ils ramenaient du monde, des riches et des moins riches, etc. Et beaucoup de marchandises. Et aussi, il faisait partie de ce que, là on le voit, c'est marqué la Casa. Le règlement de la Casa, c'était comme tout le monde connaît aujourd'hui la Casa des Papel, c'est-à-dire la banque l'équivalent de la Banque de France, mais en Espagne. À l'époque, la Casa, donc c'était la banque nationale du pays qui gérait. Et donc là, les bateaux, ils revenaient d'Amérique avec toutes les richesses, or, argent, pierres précieuses, etc., qui devaient les ramener en Espagne. Et on appelait donc ces bateaux, ça faisait partie de. Alors le nom m'échappe, il va me revenir, ou je vais le trouver peut-être plus tard. C'était des bateaux qui transportaient les richesses d'Amérique vers le continent pour le trésor du pays. Et ils étaient souvent, donc forcément, ils étaient équipés de canons, etc. Il y avait une réglementation étatique qui faisait que ces bateaux devaient transporter donc régulièrement des canons.
Donc, sauf que tout le monde était corrompu, et pour transporter un maximum de personnages, de personnes payantes et de richesses, eh ben, on devait faire de la place, et donc on mettait moins de canons, et on payait les gens, et on trichait déjà à l'époque pour pouvoir emmener de la marchandise, etc., plus que de matière, plus que d'outils pour se défendre. Et les pirates le savaient très très bien aussi, ça. Donc ils savaient ils seraient moins susceptibles de se défendre, puisqu'ils auraient moins d'armes. Et tout ça pour la cupidité, l'avidité des armateurs, de tous les gens qui étaient impliqués dans ce commerce. Et c'était déjà l'époque, voilà. Donc on avait déjà de la corruption de haut niveau, tout ça pour la richesse de ce bas monde. Chaque année, voilà, ils appelaient ça des flottas, voilà, le nom ne revenait plus. Chaque année, 2 flottas apparaissaient de Séville chargées de marchandises européennes, et au retour vers l'Espagne, elles transportaient l'or, l'argent, les produits exotiques. L'une desservait directement Cuba, l'autre arrivant d'Espagne, touchait Carthagène en Colombie, puis allait s'amarrer pour 15 jours au moins à Portobello sur la côte atlantique de l'isthme de Panama. La ville de Panama se trouve de l'autre côté du Pacifique de l'isthme. Son port recevait l'or et l'argent du Pérou et du Chili apportés par la flotte espagnole du Pacifique. Quand on dit Pérou, c'est vraiment le Pérou, c'était trois grands pays actuels, qui étaient le Pérou actuel, la Colombie et l'Équateur. C'était pas que le Pérou actuel, c'était vraiment immense à l'époque. Recevait l'or et l'argent du Pérou et du Chili apportés par les flottes espagnoles du Pacifique. Les lingots étaient chargés à dos de mulet et acheminés à travers l'isthme jusqu'à Portobello, où on les plaçait à bord des galions de la flotta numéro 2. Ceux-ci rejoignaient à Cuba leurs congénères de la flotta numéro 1 et souvent retraversaient l'Atlantique avec eux. Voilà, c'est des bateaux qui faisaient que ça 2 fois par an, et les marins, les corsaires, etc., ils le savaient parfaitement, donc ils les guettaient sur tout le long du chemin. Ils savaient que ces bateaux qui voyageaient à plusieurs, pour faire la traversée au retour, ils étaient donc attendus comment dire. Vous savez que il y avait un festin à faire, donc les pirates, c'est comme un troupeau de gnous en Afrique, et vous avez donc les fauves qui savent que là-dedans il y aura à manger. Ils vont tomber dessus, ils vont fondre dessus, puis dans le lot il y aura toujours un ou deux qui va échouer à fuir, et ils pourront le dépecer tranquillement. Mais c'est ce qui se passait régulièrement avec ces bateaux-là, et donc ils étaient chargés d'or et de richesses pillées dans le continent sud-américain. Et ceux qui le pillaient, c'était beaucoup, 99%, 100% d'Européens. 100% d'Européens. Et j'aimerais bien qu'un jour, et ce conseil de lecture, qui je sais tombera sur l'orteil d'un sourd, et pas l'oreille, la faute est volontaire, sur l'orteil d'un sourd, ce livre, j'espère qu'un jour il tombera donc sur l'orteil du grand sourd qu'est notre cher ami Éric Zemmour, qui ne voit que la piraterie comme étant exclusivement musulmane et barbaresque, n'est-ce pas, et motivé par la razzia qu'impose l'islam auprès des non-musulmans, c'est-à-dire qu'il appelle ça l'impôt légal. Vous savez que les musulmans, la jizya que l'islam impose aux non-musulmans quand ils sont dominés, donc il y a un impôt à payer, et il appelle ça lui une soumission, c'est devient des dhimmis, et c'est une soumission aux musulmans qui est une dictature, c'est ce qu'il raconte. Il faut bien comprendre que là, nous avons des criminels, exclusivement 100% européens, qui se volent entre eux des richesses qu'ils ont eux-mêmes volées en Amérique du Sud, à des autochtones qui n'ont pas compris ce qui se passait. Bien sûr, tout ça avec des atrocités gigantesques, des crimes, des viols, tout ce que vous pouvez imaginer, la réduction à l'esclavage évidemment, aussi bien des autochtones que des Européens eux-mêmes, des ventes de marchandises et d'esclaves entre aussi bien des Africains que des Européens eux-mêmes. Ça aussi, tout ça c'est occulté par notre cher racialiste berbère. C'est étonnant pour quelqu'un qui aime l'histoire et qui aime raconter la vérité. Je trouve que cette vérité, elle le gêne tellement qu'il l'a totalement occultée. Et c'est dommage, cher ami. Je sais que tu n'occultes rien. Petit Ragondan neurasthénique, je le sais que tu n'oublies rien. Tu es volontairement amnésique, ça t'arrange. Ça fait partie de ta pratique ridicule. Mais toujours est-il que j'aimerais bien que tu lises un peu cet ouvrage, cher ami. Je te tutoie directement. Je sais que tu n'écouteras jamais, cher ami. Mais voilà. Voilà, petit aparté pour notre Ragondan neurasthénique des olivrés berbères. Donc voilà, nous avons ce genre de choses. Et donc, c'est très intéressant à savoir. Alors, bon, je vais avancer parce que sinon je m'arrête plus. Et donc, on a tout le détail de comment les gens vivaient à cette époque-là, comment ils s'installaient. Et on suit un personnage en particulier. Là, on suit un personnage très intéressant dans ce premier chapitre, qui est, vous le connaissez sûrement, un
un chirurgien qui devient, par concours de circonstances, un chirurgien qui relate son histoire, qui va devenir un pirate, tout simplement, qui est un chirurgien français qui est origine d'Honfleur. Alors j'essaie de retrouver son nom, parce que son nom m'échappe, et je me rappelle plus de son nom, Excelmain ou Excelmans, quelque chose comme ça, et je ne sais plus si je le vois ici, et ah voilà, il est là, Excelmain. Exmelin, pardon, Exmelin. Lui, alors, et c'est un gros mytho dans ses. Excusez-moi de parler comme ça, mais il a écrit toutes ses aventures, mais il a tellement mitonné qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc il a pris du vrai, et ensuite il a tissé, il a brodé, il s'est arrangé. Donc à la fin, on ne sait pas trop faire la part des choses, mais voilà, et il a romancé de sorte à ce que il s'est forcément taillé la belle part dans l'histoire. Il a aussi omis toutes les choses qu'il a volées et qu'il n'a pas voulu déclarer. Il a toujours minimisé pour ça. Par contre, ses actes de bravoure, il les a encensés, etc. Vous imaginez dans quel sens il est allé. Donc là, on voit comment il est devenu chirurgien, comment il s'est retrouvé partir là-bas. C'est très intéressant. Il s'est retrouvé à l'île de la Tortue. Il a été vendu comme esclave. Alors, c'est pas vendu comme esclave en tant que tel. Il est parti, comme beaucoup de gens, à quitter l'Europe, la France en particulier, pour aller faire tenter l'aventure dans ce nouveau continent qui avait besoin de bras. Et il partait donc là-bas. Quand ils arrivaient sur place, il s'est rendu compte, donc il est parti gracieusement parce qu'il y avait un accord, un arrangement, enfin une façon de faire qui faisait que si vous vouliez partir gratuitement, vous pouviez pour travailler là-bas, mais à condition, et c'était ça, entre guillemets, la gratuité, comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, et ben là on l'appliquait déjà cette devise, puisque une fois qu'il était arrivé là-bas, puisqu'il était parti gracieusement, il devait travailler pendant 3 mois pour payer donc son voyage chez un colon, avant d'ensuite de pouvoir essayer de tenter son aventure et sa chance sur place. Donc il est arrivé sur place, donc à l'île de la Tortue avec un bateau qu'il avait emmené, un transatlantique, les premiers de l'époque. Enfin, là on est en 1600 et quelques, 1680 et quelques, ça se passe cette histoire. Et donc on arrive à ce moment-là, il arrive là-dessus, au bout de 2 jours il arrive, on lui laisse se dégourdir les jambes, il a failli crever je ne sais pas combien de fois dans le trajet, et lui et tous ses congénères, ils vont enfin pouvoir respirer un peu. Donc quand ils arrivent sur l'île de la Tortue, pour eux c'est magnifique parce que c'est tropical, c'est vert, alors que pendant 9 semaines, la traversée durait 9 semaines quand tout allait bien, et ils étaient entassés les uns sur les autres, ils étaient malades, et il y en a qui sont morts sur le chemin, évidemment, les maladies, la nourriture infecte, ils étaient moins bien nourris que les porcs eux-mêmes, de ce que dit l'auteur, hein, c'est pour vous dire. Et pourtant, et donc il y allait comme ça, et quand ils sortaient, donc ils étaient comme des fous, la chaleur tropicale, la mer turquoise, les palmiers, les cocotiers. Et pendant 2 jours, ils pouvaient se nourrir à profusion sans aucun problème. Ils dormaient, ils mangeaient pendant 2 jours. En fait, il les laissait le temps de se retaper, puis ensuite, ils les ont tous emmenés, place du marché, et après il y avait les colons qui venaient qui achetaient. Toi je te prends, toi je te prends. Donc c'était des contrats de 3 mois pour ceux qui étaient venus gratuitement, évidemment, travailler dans une plantation d'un colon, tout simplement. Donc c'est ce qu'il a fait, ce chirurgien, et une fois qu'il a fait ça, il aurait dû normalement ensuite essayer de tenter sa chance sur l'île, en tant que chirurgien, parce qu'il manquait, c'était des colonies qui se mettaient en place, ils avaient besoin de médecins, de chirurgiens, de gens entre guillemets éduqués et dont les professions n'étaient pas représentées là-bas, ou pas encore suffisamment, puisque c'était le début. Et donc c'était un métier, il y avait une niche en fait, pour faire simple. Et sauf que lui, ce Exmelin, il a eu l'idée géniale de se dire, bah non, moi ça m'intéresse pas. Et il s'est embarqué sur un bateau de pirates, avec notre cher ami le Basque. C'est ça le Basque, je crois qu'il s'appelait, c'est ça. J'ai oublié son prénom. Donc il s'est embarqué là-dessus et il est parti traverser. Pourquoi? Parce que en fait, les pirates avaient toujours besoin d'un chirurgien, parce qu'ils étaient amenés à combattre régulièrement avec des épées, avec des armes, etc. Donc il y en avait qui étaient régulièrement blessés. Et il fallait donc un chirurgien pour pouvoir les soigner du mieux qu'il puisse. Et donc il l'embauchait et il l'était payé. Donc lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Puisque c'était quelqu'un qui n'était pas là pour seulement l'aventure, il était là aussi pour le pécunier, puisque c'était pas un enfant de cœur. Il était venu, donc il s'est fait embaucher. Il n'a jamais dit combien il touchait, mais il touchait un pourcentage sur la distribution des bateaux qui étaient arraisonnés. Voilà. Donc ils arraisonnaient un bateau, ils prenaient ce qu'il y avait, captifs, or, argent, bien, tout ce que vous voulez. Et ensuite il y avait un pourcentage, chacun avait une part, le capitaine, les mousses, les commandants, les machins, la fretteur aussi du bateau, évidemment. On avait tout un listing, et évidemment le chirurgien qui était là, notre cher ami Exmelin, lui, il avait le droit, c'était Michel Le Basque, voilà, celui qui l'a embauché. Donc il est allé voir Michel Le Basque, qui l'a engagé, et donc il lui donnait, à mon avis, un pécule relativement intéressant comparativement à s'il était resté sur l'île à soigner les colons qui étaient là à travailler la terre, entre guillemets.
ou exploiter les Amérindiens. C'est plutôt ça, les choses comme ça. Mais bon, et leurs semblables, quand ils venaient du continent pour s'installer, ils étaient eux aussi exploités, exploitation à tous les niveaux. Plus ils ont commencé ensuite à ramener, donc en 1600 et quelques, il y avait déjà donc des différentes vagues d'esclaves noirs qui étaient arrivés depuis un moment déjà. Donc il y avait l'exploitation était totale. Les Amérindiens, ils étaient déjà éradiqués et pour la plupart, ils s'étaient enfuis. Ils avaient quitté les endroits où ils étaient quand les colons sont arrivés. Ils sont partis dans la jungle, ils se planquaient comme ils pouvaient et ils étaient reclus, on va dire. Ils les avaient quittés de loin. Ils étaient tellement peu nombreux et à force, ils ont ramené des Amérindiens, des Africains et aussi donc à chaque fois qu'il y avait des nouveaux Européens, ils les utilisaient comme bon leur semblait. Et là, on arrive avec ce qui va rendre fou les Européens et comment on peut clairement inventer une fiction sur quelque chose de réel et de le tordre jusqu'à ce que personne ne sache l'origine première de cette histoire. Et comme on dit, c'est les vainqueurs qui réécrivent toujours l'histoire. Bah là, on en a un super exemple. Alors, je lis. Le cortège qui s'avançait à travers la forêt tropicale au son des musiques était une beauté très étrange. On aurait dit des créatures venues d'un astre lointain. Des hommes peints en rouge, en ocre et en bleu, ceints de peau de panthère et coiffés de plumes multicolores, frappaient sur des gongs, soufflaient dans des tubes courbes, dans des cornes, dans des trompes de coquillages, agitaient des colliers sonores. Des prêtres de stature immense, enveloppés de noir, portaient des plaques pectorales en or énormes, en forme de soleil. D'autres, des couronnes d'or d'où pendaient des rideaux d'émeraude qui leur couvraient presque le visage. Les plus somptueux et les plus ornés étaient ceux qui marchaient juste devant la litière. Celle-ci tout en or et ornée elle aussi de soleil, et sur la litière se tenait l'homme tout en or, l'idole vivante, Eldorado, le doré. On voyait qu'il vivait, qu'il n'était pas une statue parce qu'il bougeait, animé des mouvements lents et majestueux des grands princes, mais toute la surface de sa peau était dorée, pas une parcelle de son corps qui ne brilla magiquement. Ce corps entièrement nu et épilé était couvert de poudre d'or collée à la résine. Parfois, ce dieu humain mourait asphyxié dans cet appareil avant d'arriver au lac. Le cortège chaque fois cheminait vers le lac avec la même lenteur, fleuve de musique basse, angoissante, traversée des cornets aigus, serpent sacré sur quoi le soleil, à travers les feuilles jetait des éclats. Une foule invisible le regardait passer, invisible sous peine de mort. Quiconque se montrait avait aussitôt la poitrine traversée par les poignards d'Ossibienne. Des milliers d'Indiens nus tapis au sol chaque fois risquaient leur vie avec ivresse dans l'espoir d'apercevoir moins d'une seconde le cacique doré. La litière déposée, Eldorado était porté à bras jusqu'au canot et aussitôt les rameurs se courbaient, le fin sillage tracé droit comme au couteau jusqu'au milieu du lac. Sur le rivage, les prêtres et les processionnaires regardaient avidement, immobiles, et les musiques s'étaient tues. On voyait le canot immobile au milieu du lac, à l'arrière Eldorado debout, les deux bras levés, et soudain il plongeait. L'éclat des musiques et des cris d'un seul coup secouait le rivage, la forêt tout entière. Eldorado nageait lentement autour du canot, la poudre d'or se détachait de sa peau, elle se répandait dans l'eau du lac, s'y diluait lentement, descendait en milliers d'étoiles vers les profondeurs. Et en même temps, les assistants poussant des cris, jetaient de toute leur force dans le lac le plus loin possible leurs fabuleux joyaux. Les émeraudes, les plaques d'or, les couronnes, les bracelets lourds trouaient la surface brillante et à jamais disparaissaient, offerts à la divinité. Et une acclamation immense s'élevait lorsque le cacique nu, lavé de son or, délivré, purifié, remontait à bord du canot bleu qui le ramenait au rivage. Les rameurs avaient, eux aussi, jeté leurs masques d'or. La cérémonie qui vient d'être décrite s'est déroulée au milieu de la forêt tropicale, sur le haut plateau du Guatavita, non loin de Bogota, Colombie. Non pas une fois, mais de nombreuses fois pendant des siècles. Bien avant l'arrivée des Européens, elle s'était déroulée semblable lors de l'intronisation de chaque nouveau cacique. C'était de toute évidence une cérémonie d'offrande et de purification, un sacrifice. Il est frappant de voir que pas un des Européens, pas un des chrétiens qui en furent informés ne semble pas en avoir compris le sens, ou alors la soif de l'or était telle que cette signification fut dans l'instant oubliée, écartée comme une image gênante. Dans ce qui fut appris par des Indiens lors des premiers contacts et ensuite répété dans ce qui, à travers 1000 récits et exagérations, devint la légende avidement écoutée, rien ne resta de l'idée de sacrifice et de purification, de délivrance. Ne brilla que l'image des trésors dont regorgeait cette région et dont on pourrait s'emparer. Eldorado cessa d'être un homme, il devient un pays, il devient l'image même de ce qui méritait d'être convoité plus que tout au monde. Là voilà, on a une histoire hallucinante de ce qu'est le mythe de l'Eldorado, le fameux Eldorado. Dans l'imaginaire, donc, on a cette idée d'Eldorado, c'est un personnage, c'est pas un personnage d'ailleurs, c'est une région.
C'est un endroit. Euh, pour moi, pendant des années, tout le temps, j'ai toujours cru, et je pense qu'on est nombreux comme ça, à penser que l'Eldorado, c'est une contrée où il y a des fabuleuses richesses à voir, et voire même à récupérer, puisque voilà, c'est toute une aventure. Un Eldorado, c'est un lieu où tout est possible, en tout cas, où on sait qu'on va s'enrichir. En réalité, c'est ce que c'est ce que je viens de lire dans cet ouvrage. Ça n'a absolument rien à voir. C'était un rite religieux, une intronisation d'un chef indien, et c'était comme ça depuis toujours. Alors, je voudrais terminer sur une dernière note, comme j'en avais parlé au début. Donc je voulais juste aborder le personnage du français Jean Lafitte. Alors Jean Lafitte, dans les documents, on a sa photo, son portrait, on a surtout ses informations. La carrière la plus extraordinaire, celle du français Jean Lafitte, écumeur du golfe du Mexique, sauveur avec Jackson de la Nouvelle-Orléans, attaqué par les Anglais, il devint l'ami de Karl Marx et finança l'impression du manifeste du Parti communiste. Rien que ça. Ce personnage-là, ses origines, alors elles sont toutes reprises dans les chapitres. Alors, je ne vais pas en parler, je vais juste lire deux, trois choses. Donc quand on apprend ce genre de choses, on se dit mais en fait les pirates c'est pas que des voleurs. C'est pas que des. Ils ont aussi un projet derrière. Pour certains, évidemment. La plupart, ceux qui sont simplement les ouvriers agissants, eux ils sont là pour la rapine, la vie de débauché et les biens matériels. C'est tout ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils agissent de cette manière-là. Mais ceux qui dirigent, et plus on monte dans la hiérarchie de la piraterie, plus vous voyez que les mecs qui dirigent, ils sont tous sauf des barbares assoiffés de sang. Ils sont pas que ça, ils le sont souvent pour certains. C'est des grands psychopathes, mais aussi ils ont un projet, ils sont commandités par quelque chose, par, je dirais pas une spiritualité, encore que pour la fille, je dirais que c'est le cas, c'est une spiritualité qui le commandite. Et on va essayer de voir un peu plus loin ce qu'il en est réellement de son histoire avec Karl Marx. Les profits des expéditions contre le commerce espagnol étaient répartis d'une manière absolument communautaire, ou si l'on veut, communiste, et il est curieux de constater que très vite Jean Lafitte, de qui l'autorité n'était plus contestée qu'à Barataria, fit régner sur ce petit monde pirate un ordre moral très sévère, ayant édicté par exemple que les célibataires vivraient dans un quartier séparé des habitations des ménages et que le premier qui serait pris à inquiéter une femme mariée serait pendu. Des mœurs, il avait des règles, hein. On va pas critiquer. Les Lafitte restèrent longtemps en correspondance avec l'oncle Belluche après qu'il se fut éloigné pour une carrière tout à fait hors du commun, même parmi les flibustiers. Commissionné par l'illustre libérateur Simon Bolivar, il briquait la mer tout le long du continent centre- et sud-américain à bord de son brick goélette, battant pavillon des colonies unies, c'est-à-dire le Venezuela. Et Nouvelle-Grenade, sa virtuosité pour prendre d'assaut les navires espagnols chargés de sucre ou d'esclaves, était connue au point que souvent des bâtiments de la marine fédérale le suivaient de loin pendant ses opérations et ensuite venaient dans son sillage pour l'arraisonner et s'emparer de ses prises au moment où il commençait à remonter le Mississippi pour aller les vendre. En 1819, un bâtiment prit place dans la force navale d'invasion que Bolivar dirigeait vers Haïti, et l'amiral était tombé malade. Belluche reçut le commandement qu'il exerça brillamment. Le libérateur, qui eut souvent recours à lui dans ses campagnes, l'appelait Belluche et El Bizarro, non pas le bizarre, mais le vaillant. Donc Bolivar a connu un des copains de Lafitte. Et apparemment, ils ont combattu ensemble plus ou moins directement, c'était tranquille, normal. Et en plus, son copain-là, il se faisait dépouiller par l'armée, ce que c'était la future Amérique. Il volait les Espagnols, qui ensuite, quand ils revenaient dans le golfe du Mexique, donc au sud des États-Unis, le Texas, etc., quand il revenait dans sa région, il se faisait dépouiller par les Américains. Voilà. Voleur qui vole un voleur qui vole un voleur. On est toujours dans le même cycle, c'est génial. L'américanisation progressive de la Louisiane, les Yankees y venaient de plus en plus, n'empêchait pas de bons Orléanais de trouver que, ma foi, il était bien commode de pouvoir de nouveau s'adresser aux Lafitte pour l'achat très avantageux de toutes sortes de marchandises et notamment pour l'ivoire noir. Cette branche du commerce des deux frères devenait de plus en plus importante. La clientèle venait volontiers s'approvisionner à Galveston, mais Jean trouva plus vite rationnel d'installer un comptoir au village de Donaldsonville, situé sur le Mississippi à l'origine du bayou Lafourche. L'embouchure de ce cours d'eau sur le golfe n'était qu'à 200 miles de Galveston et tout au long de ses rives s'étendaient de riches plantations pour lesquelles il fallait toujours des esclaves. C'est intéressant de savoir tout ça. Il n'y a personne qui a pratiqué la colonisation, le dépouillage, l'esclavagisme. Je dis ça à ceux qui sont toujours dans le délire, dans le déni. Et pourtant, franchement, vous avez les infos, donc vous avez dans les ouvrages qui sont très accessibles, très rapidement. Il suffit de chercher un petit peu.
Un autre et très fréquent sujet de conversation entre Pierre Lafitte et Manuel de Fracas était l'idéologie révolutionnaire. Les deux hommes parlaient sans dissimulation, puisque le fils aîné devait plus tard se rappeler leurs propos. Mon père était une sorte de mystique qui croyait à la fraternité des hommes et appartenait à des sociétés secrètes. À des sociétés secrètes, l'émerveillement de l'enfant devait amplifier. Disons qu'à cette époque, Lafitte et de Francas étaient intéressés par un mouvement anticapitaliste et pro-ouvrier, probablement une branche locale de l'Internationale des travailleurs. Pendant les années 1847 et 1848, on pouvait voir à Bruxelles, dans plusieurs cafés et tavernes de la ville basse, des groupes de consommateurs en conversation animée sur toujours le même sujet. La politique. La capitale de la Belgique était à l'époque la Mecque des idéologues révolutionnaires de l'Europe entière. Des délégués des mouvements ouvriers de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Pologne y retrouvaient des agitateurs expulsés de ces pays et de qui la condition matérielle n'était souvent pas brillante. Beaucoup de barbus parmi ces révolutionnaires, mais le trio qu'on voyait souvent apparaître dans l'un ou l'autre des cafés enfumés était tout de même assez peu banal. 3 barbes, dont l'une toute blanche. Les 2 autres étaient celles d'hommes jeunes, l'un avait 30 ans, l'autre 27 ans. Ces 3-là presque toujours s'isolaient à une table, ils se réunissaient aussi dans l'une de leurs médiocres chambres d'hôtel, lisant, écrivant et discutant en anglais pendant des heures. Il admirait la puissance de leur pensée, il l'a écrit, cependant il ne mesurait sans doute pas que l'ouvrage que ces 2 garçons étaient en train d'écrire ensemble était l'une des plus fantastiques bombes intellectuelles de l'histoire de l'humanité. Les 2 jeunes hommes n'étaient pas des autodidactes aux lectures mal digérées, mais des produits de solides universités allemandes. Le plus jeune parlait souvent d'un voyage qu'il avait fait 2 années auparavant en Angleterre, où son père possédait une usine. Il avait été à même d'apprécier dans ce pays, alors en pleine révolution industrielle, le prix monstrueux de cette mutation. Un asservissement et une misère atroce des couches pauvres de la population. Il avait d'ailleurs publié un livre sur ce sujet. L'autre, allemand, n'était pas non plus un rêveur. 30 ans seulement et il avait été rédacteur en chef d'un journal important de Cologne, le Rheinische Zeitung. Puis il s'était rendu à Paris et c'était là qu'il avait rencontré son ami. Il y avait aussi publié une revue, mais cette activité l'avait fait expulser. Ah, Paris. Les 2 amis parlaient avec le même enthousiasme de cette ville, phare intellectuelle et en même temps si pleine de charme. Il faudrait que vous y alliez, disait-il à la barbe blanche. Oui, il le faudra bien pour trouver un financement à votre projet. Celui-ci écoutait plus qu'il ne parlait, mais s'il parlait, c'était soudain avec une espèce de fièvre. Ses 2 compagnons le regardaient attentivement, comme si son visage les eût frappés plus que ses propos. Il lui répondait sur un ton amical, et lui, sans exception, se rangeait à leur avis. Il admirait la puissance de leur pensée, il l'a écrit. Cependant, il ne mesurait sans doute pas que l'ouvrage que ces 2 garçons étaient en train d'écrire ensemble était l'une des plus fantastiques bombes intellectuelles de l'histoire de l'humanité. Le plus jeune des 2 auteurs s'appelait Friedrich Engels, l'autre Karl Heinrich Marx. Le titre de leur manuscrit, Manifeste du Parti communiste. Vous avez déjà reconnu le 3e personnage. Il ne s'agit pas d'une fable ni d'une mise en scène, la réalité des relations de Jean Lafitte avec Marx et Engels pendant l'année 1847 est attestée par des lettres que Stanley C. Arthur a retrouvées au cours de sa patiente enquête et dont il a publié les photocopies, lettres qui n'émanent pas seulement de Jean Lafitte. Toute une correspondance converge et se recoupe, où l'on retrouve notamment, nous l'allons voir, une signature aussi intéressante que celle d'Abraham Lincoln. Stanley C. Arthur a écrit que c'était à Berlin que Jean Lafitte avait fait la connaissance de Marx et d'Engels, mais tout un contexte historique me fait penser que c'était plutôt à Bruxelles. Marx s'était fixé dans cette ville en 1845 après avoir été expulsé de Paris et Engels était à la même époque, 1847, dans cette ville, secrétaire du comité central de la Fédération des communistes. La lettre adressée au peintre de Francas dans laquelle Lafitte parle le plus explicitement possible de ses relations avec les 2 philosophes communistes est datée à Bruxelles le 29 septembre 1847 et il n'y est pas question d'un séjour à Berlin. En mai 1848, Jean Lafitte, alors dans sa 65e année, s'est rendu de Saint-Louis à New York. Il s'est embarqué pour Londres où il a assisté dans le courant du mois de juin à plusieurs meetings révolutionnaires. Il s'est ensuite rendu en Hollande, en Suisse, à Paris et à Bruxelles. Séjour d'une durée encore aujourd'hui impossible à déterminer, mais dont le motif est toujours le même. Entendre des orateurs d'extrême gauche, pourfendeurs du capitalisme. Déjà chez lui, à Saint-Louis, dans ses conversations avec de Francas, Jean Lafitte, parlant du capital, disait « Dragon, le socialisme, c'est le combat entre le dragon. Les doctrinaires du communisme ont été d'extraction très diverses et souvent bourgeoises. Karl Marx était le fils d'un avocat aisé, Engels
Engels est fils d'industriel. Il faut cependant convenir que Jean Lafitte était pour ce camp une recrue inattendue. Sans vouloir tenter une psychanalyse, on peut cependant, lorsqu'on se remémore les étapes de sa vie, distinguer deux sentiments qui pourraient expliquer au moins en partie son évolution. D'abord hérité de la plus ancienne tradition flibustière, le goût qu'il avait pour le partage. D'où que provienne le profit, fût-ce de la piraterie, il ne doit pas rester à quelqu'un qui rémunère les autres en salaire. Il faut partager, c'est comme une loi naturelle. L'autre sentiment, peut-être le plus puissant, le plus moteur, après tout, était celui d'avoir été victime d'une injustice. Les autorités américaines non seulement avaient été ingrates à l'égard de Lafitte, mais l'avaient spolié en confisquant les biens de Barataria. C'est sa base qu'il avait créée. Donc, après avoir été chassé de Galveston, il a trouvé un endroit intéressant sur le fleuve un peu plus haut, et il avait créé ce monde pirate. Et il s'était fait chasser, enfin, c'est pas une injustice, puisqu'il c'était un repère de voleurs et de truands, donc il faisait du recel, donc c'était obligé qu'il finisse par se faire dégager de là-bas, mais bon, il voit ça comme une injustice. C'est comme un voleur quand vous l'arrêtez pour ses crimes, et c'est injuste, il doit être libéré, puisqu'il est innocent, évidemment. Peu importe ce que ce sentiment ait été fondé ou non, il était dans la chair de l'ex-flibustier une peine intolérable, une épine intolérable qui lui faisait rejoindre le camp des déshérités révolutionnaires. Il avait en quelque sorte trouvé un soulagement à la souffrance mentale que lui causait le dol dont il se trouvait victime en se jetant dans la lutte contre le dragon. Dès le début, il m'a semblé que les deux jeunes hommes sont pourvus de facultés de dons les plus choisies. J'espère et je prie pour que ces projets rassemblés en une forte doctrine secouent les fondations des hautes classes et fassent tomber celles-ci entre les mâchoires des masses laborieuses. Je quitte Bruxelles pour Paris, puis dans 3 ou 4 semaines, j'irai à Amsterdam, puis en route pour l'Amérique. Monsieur Engels viendra avec moi à Paris, où je dois lui procurer, ainsi que Monsieur Marx, un financement à long terme pour l'achèvement et l'impression de leur manuscrit. Les auteurs qui remirent une copie du manuscrit qu'il rapporta avec lui en Amérique, dès le lendemain de son arrivée à New York, le 9 janvier 1848, il écrivit à sa femme « J'ai les manuscrits, peut-être avait-il plusieurs exemplaires, et j'espère qu'ils seront présentés à M. Abraham Lincoln. Soufflons un instant, car il vaut tout de même la peine de voir où nous a emmené la flibuste. Son dernier chef, celui qui selon moi devrait être le plus fameux, sous nos yeux sert d'introducteur à la doctrine marxiste auprès de l'homme qui va être l'un des plus illustres présidents des États-Unis. Aucune histoire officielle, aucune encyclopédie n'a rendu compte de cette conjonction peu ordinaire. » Et j'en reste là, parce que c'est bientôt c'est la fin de l'ouvrage, mais voilà, il fait 400, quasiment 370 pages, 380 pages, enfin il est quand même très intéressant. Donc je vous le conseille fortement, je vous le représente encore une fois, Georges Blond, Histoire de la flibuste. Un livre, une aventure, vous ne vous ennuierez pas, vous allez apprendre énormément de choses, comme toujours. Vous allez voyager dans le temps et dans l'histoire. Et pour la somme modique, de je ne sais pas combien. Sincèrement, je l'ai acheté il y a quelques années, je n'ai aucune idée du prix. Ça ne devait pas être bien cher. Ça devait vraiment pas être bien cher. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller de plus ? Ah oui, il y a d'autres livres sur le sujet, dont le livre, dont l'auteur qui vient de décéder il y a quelques mois, Lebris, il s'appelle L-E, plus loin B-R-I-S. Je crois que c'est Jean-Michel Lebris ou Jean-Christophe Lebris, j'ai oublié son prénom. Il a écrit plusieurs ouvrages magnifiques sur la piraterie, la flibusterie, etc. Un peu partout, hein, pas que dans les Caraïbes. Et il est décédé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il n'y a que les connaisseurs du monde, ceux qui s'intéressent vraiment à la piraterie, etc., qui ont entendu parler de son décès. Et les autres, forcément, c'est des gens... C'est un marché de niche, hein, les auteurs qui parlent de la piraterie, etc. Ça intéresse très peu de monde, malheureusement. Et pourtant, c'est un auteur remarquable. Vous rentriez vraiment dans ses récits, vous voyagez avec lui et vous apprenez énormément de choses. Donc, je vous conseille ses livres. Je suis encore désolé, je crois que c'est Michel Lebris, mais j'ai un doute pour son prénom. Et là, je ne vais pas m'arrêter pour regarder son nom sur Internet et revenir. Comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas les livres, mais à la limite, si ça vous intéresse, je pourrais faire, comme je viens de le faire, sur ses ouvrages à lui. Dont un qui est particulièrement intéressant, que j'aime beaucoup. Peut-être que si vous voulez, je pourrais vous faire un conseil de lecture éventuellement si ça intéresse quelqu'un. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je ne vais pas me répéter. Donc prochain conseil de lecture, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quel sujet. En tout cas, j'en prévois un jour prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, diffuser, liker et tout ce que vous voulez, à vous abonner évidemment. Je vous souhaite donc une très très bonne journée. Faites très très attention à vous, gardez le moral et que Dieu vous garde.